Il est 22 h, bienvenue sur Public Sénat, nous sommes en direct, voici les titres. La France engage ses hélicoptères de combat en Libye, même décision ce soir de l'Angleterre, objectif mener des frappes plus précises contre Kadhafi, mais Alain Juppé nie tout changement de stratégie. La question est clairement prématurée. Voilà comment Christine Lagarde évoque son éventuelle candidature au remplacement de Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI. La ministre française de l'économie fait pourtant la quasi-unanimité au sein des pays européens. DSK lui a adressé une lettre électronique à ses anciens collègues du Fonds monétaire international dans laquelle il dit vivre un cauchemar. 15 mois de prison avec sursis, c'est ce qu'a requis ce soir le parquet général à l'encontre de Dominique de Villepin dans le procès en appel de l'affaire Clearstream. L'ancien Premier ministre qui avait été innocenté en première instance critique un parquet sous l'autorité de Nicolas Sarkozy. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette édition du 22 h. L'information a donc été confirmée par Alain Juppé. La France engage ses hélicoptères de combat en Libye. Objectif, mener des frappes plus précises pour affaiblir les moyens militaires de Kadhafi. Est-ce un changement de stratégie? Pas du tout, répond le ministre des Affaires étrangères. Cela entre exactement dans le cadre de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aurélien Romano. Une douzaine d'hélicoptères de combat comme ceux-ci sont en route pour la Libye. Embarqués sur le Tonnerre, un navire qui aurait quitté le port de Toulon le 17 mai au soir, les Tigres, similaires à ces images d'exercice de l'armée, peuvent s'attaquer aux chars et permettre une présence au sol plus rapprochée. Ces appareils sont destinés à atteindre des cibles que les avions ne peuvent plus détruire. En cause, le trop fort risque de dommages collatéraux. Depuis 2 mois, sur le terrain, la situation s'enlise. Les combattants insurgés et loyalistes se font toujours face dans des zones peuplées de nombreux civils. Des forces spéciales françaises seraient déjà présentes, mais leur mission se cantonne officiellement au repérage des cibles afin d'orienter les avions de la coalition. L'engagement au sol reste la ligne rouge à ne pas franchir. Alain Juppé confirme que le déploiement des hélicoptères respecte le cadre de la résolution 1973 de l'ONU. La coalition veut faire vite. Le conflit dure déjà depuis 2 mois et il pourra difficilement continuer plus que 2 mois supplémentaires. En juillet, les fortes chaleurs et la célébration du Ramadan risquent de rendre encore plus difficiles les opérations des insurgés. Surtout, au bout de 4 mois d'opération, l'autorisation du Parlement sera nécessaire pour continuer les frappes. La France a donc jusqu'au 19 juillet pour obtenir une chute rapide du régime de Mouammar Kadhafi. Voilà, et Londres ce soir a pris la même décision d'envoyer des hélicoptères de combat. À Paris, les sénateurs communistes demandent au Premier ministre François Fillon d'organiser rapidement un débat au Parlement sur l'engagement militaire en Libye et en Afghanistan. Et puis à noter par ailleurs à Damas, Bachar el-Assad, le président syrien, dénonce les sanctions prononcées contre lui par l'Union européenne. Après les États-Unis, l'Europe a en effet décidé d'interdire de visas et de geler les avoirs du président. L'intéressé y voit une ingérence dans les affaires intérieures du pays et une tentative de déstabilisation. Une déculottée, c'est ce qu'a essuyé le Parti socialiste espagnol après les élections municipales et régionales d'hier. Un scrutin qui s'est déroulé dans un contexte particulièrement tendu avec de très nombreuses manifestations populaires. Margot Aubrio. Les socialistes espagnols ont bien dû faire leur mea culpa après leur déroute hier aux élections municipales et face à une contestation sans précédent. Pour le 8e jour consécutif, ces jeunes se réveillent Puerta del Sol, en plein cœur de Madrid. Ils ne partiront pas encore. Ils comptent bien prolonger l'occupation une semaine de plus. Ils, ce sont les indignés. Au départ, une poignée de jeunes madrilènes. Aujourd'hui, des milliers de manifestants. De jeunes précaires, mais aussi des personnes âgées ou des chômeurs. Pêle-mêle, ils dénoncent l'injustice sociale, la corruption, la dictature des marchés et les plans d'austérité. Oui, c'est vrai, il y a une crise internationale. Mais en France, en Allemagne, ça ne va pas si mal qu'ici. Donc oui, ils y sont bien pour quelque chose. Ici, ils ont installé une cantine, une infirmerie, un stand d'information juridique. En moins d'1 semaine, ils ont transformé la place en véritable village autogéré. Mais plus qu'un simple rassemblement, ils appellent à la révolution. Leur mouvement est inédit, pacifique et spontané, mais il répond à un profond mal-être dans un pays où le chômage touche près d'un jeune sur 2. Il y a 8 ou 9 ans, nous étions parmi les plus importants pays du monde, et en tout cas d'Europe. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes très mal. Hier, la contestation s'est traduite jusque dans les urnes. Les campeurs, eux, ne se réclament d'aucun parti et continuent de dénoncer le bipartisme espagnol.
Je ne peux accepter que le Fonds monétaire international et vous, mes chers collègues, doivent de quelque manière que ce soit partager le cauchemar que je suis en train de vivre. Il fallait donc que je parte. C'est par ces mots que Dominique Strauss-Kahn est sorti de son silence aujourd'hui dans une lettre électronique adressée à ses anciens collègues du FMI. Et pendant que son entourage se démène pour lui trouver rapidement un autre logement, DSK est toujours pour le moment en résidence surveillée au 71 Broadway, au cœur de Manhattan, une semaine après son interpellation pour agression sexuelle et tentative de viol. Et depuis aujourd'hui, les candidatures sont ouvertes pour prendre sa place à la tête du FMI. Mais pour Christine Lagarde, il est encore trop tôt pour se déclarer. La question est clairement prématurée, a dit la ministre de l'économie, qui semble pourtant adoubée par l'ensemble des pays européens. Les candidats ont jusqu'au 10 juin pour se déclarer. Voilà, place maintenant au débat de cette édition. Un président de la République doit-il être normal ? Et juste avant d'entamer notre débat et de vous présenter nos invités, les derniers chiffres du jour avec ce sondage. Après l'affaire DSK, la cote de popularité de Martine Aubry prend 6 points d'après le baromètre Ipsos, celle de François Hollande plus 4. Avec cette forte progression, tous les deux se trouvent à égalité derrière. Bertrand Delanoë crédité de 54 points. Voilà, je vous présente nos 4 invités ce soir. Henri Weber, bonsoir. Bonsoir. Député européen socialiste. Guillaume Roquette, Valeurs Actuelles. Guy Konopnicki, éditorialiste à Marianne. Et André Berkoff, journaliste, auteur de La chasse aux Sarko, que je vais vous montrer, édition du Rocher, voilà, qui va peut-être s'afficher sur vos écrans. Merci à vous 4 d'être là ce soir. Alors, je veux être un président normal, c'est une phrase qu'a dit il y a quelques semaines François Hollande. C'était censé faire écho à la présidence de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça prend un tout autre sens depuis l'affaire DSK, Henri Weber ? Écoutez, il ne faut pas accorder davantage d'importance à ce qualificatif qu'il n'en a. En effet, c'est destiné... Ça fait beaucoup réagir quand même, hein, l'ensemble de la classe politique. Oui, Martine Aubry dit qu'il faut un peu plus, par exemple. Ça fait réagir, oui, mais François Hollande aussi. Hein, il n'a pas dit qu'il fallait un président banal, médiocre, médian. Bon, il a dit normal, ça signifie pas agité, percludotique, monopolisant tous les pouvoirs, et égocentrique à l'excès. Le personnage visé est clair. Bon, il faut un président normal, sous-entendu, distinct en tout point de celui qui occupe le poste aujourd'hui. Pour une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, il faut passer à l'ordre du jour. Oui, parce que vous, André Berkoff, vous prenez sa défense, hein, Nicolas Sarkozy, qu'on qualifie souvent de fou, dites-vous. Oui, je prends sa défense simplement. C'est un président normal ou pas ? Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord normal ? Et puis je veux dire il faut quand même dire que François Hollande, qui a répété président normal hier, certes, il visait Nicolas Sarkozy, mais enfin, en voix off, comme on dit, il visait aussi un certain hôtel de New York et le comportement d'un certain pensionnaire. Moi, je crois que ça veut rien dire, ça. D'abord, je ne crois pas que Nicolas Sarkozy soit fou, comme l'ont dit certains, primo, et on le voit. Deuxièmement, la monopolisation de tous les pouvoirs, cher Henri Weber, n'a pas commencé avec Nicolas Sarkozy, elle a commencé avec De Gaulle, et Mitterrand a très bien suivi ça. Et justement, il y a quand même une question. Ce qui est caduque, et je pense que c'est ce que François Hollande nous dit, ce qui est caduque, c'est une certaine conception gaullienne que le quinquennat rend caduque. C'est-à-dire que le président est le chef d'une majorité politique. Les élections législatives ont été, ce que je déplore absolument, mais couplées avec la présidentielle. Décidé par Chirac et Jospin. Décidé par Chirac et Jospin pour fixer les règles d'une compétition qu'ils pensaient mener entre eux. L'histoire, on a décidé, les électeurs ont décidé pour éviter la cohabitation. Autrement. Et pour éviter la cohabitation. Donc on a fait le quinquennat, on a fait, etc. Donc le président au-dessus des partis, le président, le grand recours, ce qui était la conception de De Gaulle. Mais je trouve que c'était caduque déjà avant, parce que De Gaulle finalement était le seul président qui ne soit pas issu d'un parti. Il en a eu un, mais ça n'était pas sa meilleure inspiration. Mais c'était le seul. Après, tous les présidents étaient issus d'un parti, et cette idée-là était caduque dès le départ. Alors, a fortiori avec le quinquennat, dire le président... Pas changé, le président est un homme politique qui n'est pas au-dessus des partis, il est issu de la droite ou de la gauche, c'est comme ça, du PS ou de l'UMP, et on lui donne une majorité parlementaire quand on l'a élu pour rester cohérent. Je trouve que ça tient à peu près debout. J'ajoute plus la 5e République. J'ajoute une chose, moi il y a un homme politique formidable qui se comportait comme un type normal, qui allait au cinéma avec sa femme alors qu'il était Premier ministre de Suède. Il a été assassiné, mais
Pour moi, cette image est l'image d'Olof Palme et celle d'un président en démocratie, alors pas président parce qu'il y a un roi, il est Premier ministre, il était Premier ministre, mais pour moi l'image de l'homme politique en démocratie, c'est celle-là. C'est formidable ce que j'ai dit là, parce que juste, ça veut dire en fait, votre rêve, c'est la France un peu comme la Suède, c'est-à-dire une espèce de grand pays tranquille, où tout le monde s'ennuie parce qu'il fait nuit assez tôt, on n'a pas le droit de boire de l'alcool, on est neutre, et on n'est pas dans l'euro parce qu'il faut rester dans son coin, et moi, à mon avis... pas dire que je suis pour les interdictions derrière, non mais c'est parce que c'est intéressant, moi je pense qu'au contraire, il est très révélateur ce débat sur la normalité, parce que qu'est-ce que ça veut dire normal pour François Hollande? Ça veut dire... Surtout, faut pas dépasser, en fait. Et François Hollande, qui est un homme estimable, au demeurant, c'est un homme qui n'a jamais rien fait d'extraordinaire de sa vie. Il a été premier secrétaire du Parti Socialiste pendant 11 ans, qu'il a laissé... Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Qu'il a laissé dans un état assez proche du champ de ruine. En tout cas, c'est ce que dit Martine Aubry. Donc, comme elle a pris sa place, elle doit le savoir. Et puis, il y a cette idée que, finalement, il doit pas trop se passer de choses. Et c'est la France. Il y a une espèce de vision de la France, je termine juste, qui est de dire, il faut qu'on devienne un pays comme les autres. Surtout, toute la spécificité française, justement. Et c'est ça le fondement de la Ve République. Ce que vous faites, mais non, parce que la Ve République, c'est ça. Vous avez dit, c'est pas vous d'ailleurs, c'est votre voisin, en disant, mais de toute façon, la Ve République, c'est fini, parce que le président au-dessus des partis, c'est fini. Mais justement, il faut se battre contre ça. Et quand Hollande dit, je suis un candidat normal, peut-être que les socialistes vont m'investir. Vous voulez un président anormal? Oui, je veux un président exceptionnel. Je veux un président exceptionnel. Attendez, pardon. Je voudrais juste vous poser une question, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous poser une question à tous les quatre? forte, qui fait les réformes, etc. Je peux parler l'animatrice. Merci beaucoup. Je suis quand même en large minorité sur ce plateau ce soir. Est-ce que l'affaire DSK normalise Nicolas Sarkozy, qui jusqu'à présent était considéré comme un candidat anormal par certains? Mais je crois que d'abord, franchement, il faut revenir là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Mitterrand était un candidat normal? Mais arrêtez, Mitterrand, qui a fait une extraordinaire... Il aurait pu aller à la soupe au moment où De Gaulle, comme d'autres socialistes. Il a attendu 21 ans, il a fait l'opposition et il a été élu président par la gauche. Vous appelez ça un comportement normal? Qu'est-ce que ça veut dire normal? Mais pour être président de la République, ça c'est un comportement, politique rigoureux. Non, il faut être un tueur, monsieur. Il faut être un tueur. Arrêtez. Il faut être un tueur. Mais Chirac, il a tué Chaban. Chirac, il a tué Giscard. Et Chirac, il s'est tué lui-même à la fin. Le discours du tueur, c'est un discours patronal qu'on connaît par cœur depuis 30 ans. Nous, on va remonter l'économie parce qu'on est des tueurs. Ils ont surtout tué des millions d'emplois. Les gens qui nous tiennent ce discours, c'est vraiment le discours de l'ultralibéralisme. On parle de présidence. Alors, mais vous parlez dans les termes des gens qui nous parlent d'économie depuis 30 ans, qui se sont plantés depuis 30 ans, en disant, voilà, on va former des patrons, des élites, des mecs forts, des tueurs et tout. Je vous dis qu'ils ont surtout tué de l'emploi. Martine Aubry, vous trouvez que c'était une candidate normale ou qu'elle a un peu plus comme elle souhaite avoir? Non mais écoutez, c'est vraiment un débat sémantique. Sans grand intérêt, parce que tout le monde admet que pour accéder à ce poste, il faut avoir des qualités exceptionnelles. Bon, donc... il faut être un peu fou? Mais non, il faut avoir des qualités exceptionnelles. Voilà. Mais c'est d'ailleurs... Mais si vous voulez, en démocratie... Élu socialiste, pour être instituteur ou infirmière, il faut avoir des qualités exceptionnelles. Il y a un peu marre de diviniser les hommes politiques comme ça. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet dit qu'il faut un énorme courage, une capacité à l'action. Vous êtes tous d'accord avec ça? Je pense que, en fait, François Hollande se tire une formidable balle dans le pied en disant qu'il est un candidat normal. Parce que la question, c'est de savoir, est-ce que les Français veulent un homme normal à l'Élysée? Oui, un homme normal. Est-ce que les Français veulent un homme normal à l'Élysée? Si je suis un homme normal, je veux être un président normal. Il fait deux déclarations. Si un président normal, c'est quelqu'un qui n'est pas fébrile, on est d'accord qu'il faut un peu de calme. Si ça veut dire quelque chose, ça veut dire la chose suivante. C'est qu'en démocratie, il y a des cycles. Et dans la démocratie, le démos, le peuple, élit parmi les siens un représentant qui le gouverne. Alors, par période, il veut que ce soit un parmi les siens qui soit supérieur au peuple électeur sous tous les rapports. Il veut être dirigé par un surhomme. Ça arrive. Donc pas un homme parmi les autres. Exactement. On a connu ça avec De Gaulle et avec d'autres. Et puis à d'autres moments, il est fatigué des surhommes et il veut désigner comme gouvernant quelqu'un qui est leur
égal, qui est comme eux, exactement comme eux. Et le temps est venu pour ça? Et c'est ça qu'a voulu dire, à mon avis. Juste un moment. Mais ça, et vous ne pensez pas que les gens normaux veulent ça, mais pas les Français? Vous pensez vraiment que les Français, avec le lien si particulier qui existe entre le chef de l'État et le peuple français, qui n'a jamais complètement tué son roi, vous le savez bien. Eh bien, je pense que ça voudrait dire dans ces cas-là, si vraiment on a un président qui est François Hollande, que la France, d'une certaine manière, est sortie de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle a renoncé à sa spécificité, qui est d'avoir un président de la République qui dit écoutez, non, moi, je ne suis pas d'accord, je ne me couche pas, je suis l'homme qui dit non. Non, c'est justement ne pas sortir de l'histoire et dans l'histoire d'aujourd'hui. Je rejoins ce qu'a dit Konopnicki quand il a dit... Attends, non mais je vais aller dans ton sens quand il a parlé de la Suède. Voilà. Simplement une chose, qu'est-ce qui était intéressant dans l'histoire de Sarko, au-delà des anecdotes, etc., c'est qu'il a cassé, et vous allez le voir, la fonction présidentielle telle qu'elle existait sous la Ve République. Et je trouve ça très bien. Sarko est un anarchiste présidentiel. C'est un type qui a désacralisé la fonction, qui avait besoin d'être sacralisée. Cette fonction a été créée par De Gaulle et pour De Gaulle il y a 50 ans. Nous ne sommes plus il y a 50 ans. Nous sommes au XXIe siècle. Et il faut changer complet. On doit être dans la mêlée et plus au-dessus de la mêlée. Et on ne veut plus de monarque absolu. Bah donc c'est un président normal alors dans la mêlée. Non, c'est un coach d'équipe de football. C'est un entraîneur. C'est quelqu'un qui dit en avant. Et suivez-moi, et il prend des coups et il reçoit des coups. Ça n'a rien à voir avec un type normal. Surtout quand vous dites on est sorti de l'histoire. Et quand vous me dites tout à l'heure, la Suède, attendez, la Suède d'Olof Palme, elle joue un rôle politique mondial comme elle n'en a jamais joué. Mais ensuite, ce qui est de la France... Les démocrates ont été balayés d'Europe. Non, c'est être dans l'histoire de... Ça, c'est une autre histoire, ça n'a rien à voir. Être dans l'histoire... Et en plus, c'est provisoire. Être dans l'histoire d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'homme exceptionnel, on sait bien, De Gaulle... Et De Gaulle arrive dans des circonstances exceptionnelles qu'on n'a pas forcément envie de revivre. Voilà, c'est la Seconde Guerre mondiale, la France est vaincue, envahie, trahie, etc. On parle de 58. Il n'y a pas 58 sans 40. De Gaulle, il n'y a pas De Gaulle sans 40. Donc, et 58, autre circonstance exceptionnelle qu'on n'a pas non plus envie de revivre, c'est la guerre d'Algérie, c'est la guerre coloniale, on est au bord de la guerre civile, on est quand même dans une situation un peu exceptionnelle. Alors, on n'est pas là. On est... La France, grand pays, une des grandes puissances mondiales, elle est au G8, au G20, au Conseil de sécurité des Nations Unies, elle intervient dans le monde. Mais dans une autre situation, dans une situation où on peut être effectivement à la fois en République et en démocratie, et avoir un président qui est un chef politique, qui construit une politique avec ses partenaires, son parti, les alliés de son parti, voilà. Et plus là. Hein? Mais est-ce que tous les présidents ont été un peu... Pourquoi on n'est plus là? Non, on n'est plus là parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose. Nous avons été, pendant 35 ans, nous avons été sous perfusion et sous landau. On était infantilisés. On a dit, allez jouer dans vos bacs à sable, l'État s'occupe de tout. On sait, de la naissance, ce cercueil, on va s'occuper de tout. Aujourd'hui, on sait que ce n'est plus possible. Tout le monde sait que ce n'est plus possible. Donc, vous ne pouvez pas avoir les mêmes présidents qu'au moment où on pensait qu'on allait s'occuper de tout et au moment où nos salaires sont payés par les fonds de pension coréens, américains ou autres. Parce qu'on quand il dit qu'on change de cycle. On est en train de me citer. Alors, vous dites qu'on change de cycle. Mais moi, je pense qu'on change de cycle de façon pour entrer dans un cycle qui sera encore plus troublé que celui dans lequel on est actuellement. Et je pense donc qu'on n'a pas besoin de quelqu'un de normal, parce que quand on est avec une dette publique qui fait 90% du PIB, quand on voit tout le système... Non, je pense qu'il faut quelqu'un... Je pense qu'il faut construire une politique collectivement. Je pense qu'il faut quelqu'un avec une formidable volonté, avec un caractère exceptionnel. Je pense qu'il faut quelqu'un qui soit dur. Et je ne suis pas certain que ce soit le portrait psychologique de François Hollande. De vraiment dernier mot. Oui. Non, moi je crois que... Vous trouvez que ce portrait correspond à François Hollande? Mais bien, écoutez, pour être président de la République, il faut avoir d'abord des compétences exceptionnelles, avérées par des performances exceptionnelles. On n'est donc pas dans la normalité lambda. Il faut avoir par ailleurs une force de caractère. Il faut avoir traversé des épreuves extrêmement dures et les avoir surmontées. Bon, c'est les deux conditions. Il faut une troisième condition, c'est être capable de faire l'unité de sa famille et l'unité de son camp. Bon, tout cela, ce sont des qualités, des réquisites qui sont exceptionnels. Bon, mais d'ici à avoir un comportement un peu...
bizarroïde, parce que on me dira ce qu'on voudra, mais il suffit de voir le film La Conquête de mon ami Michel Rothman pour comprendre que le président qui nous gouverne est un peu particulier. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Figurez-vous qu'on a posé la question. Quant à la volonté exceptionnelle, souhaitons quand même que ce soit la volonté du peuple qui s'exprime, parce que le mot fondateur de la République, c'est celui-là. Nous avons posé la question à nos téléspectateurs via notre partenaire le Figaro.fr. Comme François Hollande, pensez-vous que le président de la République doit être normal? Oui, 51, non, 43. Il y en a beaucoup qui ne savent pas, 6%. Voilà, c'est pas tranché. Merci beaucoup. Ça, c'est le résultat du second tour. Convaincu les 6%. Merci à tous les quatre. Voilà, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Le tour de l'info est préparé ce soir par Jérôme Rabier. « 15 mois de prison avec sursis pour complicité par abstention, c'est la peine requise par le parquet à l'encontre de Dominique de Villepin dans l'affaire Clearstream. L'ancien Premier ministre, relaxé en première instance, continue de clamer son innocence et n'hésite pas à contre-attaquer. Le ministère public persiste et signe. Tout ceci serait incompréhensible si on oubliait que le ministère public est le représentant du garde des Sceaux, placé lui-même sous l'autorité du président de la République, Nicolas Sarkozy. Un an après la paralysie du trafic aérien, un nouveau volcan islandais menace le ciel européen. Les cendres du Grímsvötn recouvrent déjà toute la région autour du volcan et les vents pourraient ramener le nuage sur les côtes européennes dès cette nuit, entraînant les premières annulations de vols en Écosse et en Irlande. La France est-elle épargnée au moins jusqu'à mercredi soir? 3 semaines seulement après la mort de Ben Laden, le Mollah Omar pourrait lui aussi avoir disparu. Le commandant suprême des talibans, présent sur la liste des terroristes les plus recherchés de la planète, aurait pu être tué par les services secrets pakistanais. Les talibans démentent pour le moment cette information, tout comme le régime d'Islamabad. Entre présidents du Sénat français et mexicain, les discussions étaient chargées aujourd'hui au Palais du Luxembourg. Au programme, échange sur les institutions, sur le sommet du G20 à venir, mais aussi sur l'épineux cas de Florence Cassé, jeune Française toujours emprisonnée au Mexique. Aborder des sujets sans phare, dans le respect des institutions, lui faisant part de nos préoccupations, de nos attentes, et bien entendu en redisant la confiance que nous faisons à la Cour suprême du Mexique, qui est en train d'examiner le dossier de demande de révision. Le journal Le Monde et le Cercle des économistes ont aujourd'hui décerné au Sénat le prix du meilleur jeune économiste 2011. C'est Xavier Gabé, professeur au MIT, prestigieuse université américaine, qui a été récompensé pour ses travaux sur les liens entre économie et sociologie. Voilà, et à cause de ce nuage islandais, Barack Obama a dû avancer son vol pour Londres. Le président américain est arrivé ce matin en Europe. Direction d'abord l'Irlande, où il s'est rendu dans le village natal de son arrière-grand-père. Et regardez cette image insolite. Le convoi du locataire de la Maison-Blanche a été immobilisé lorsque cette limousine, vous voyez, restait coincée sur un dos d'âne à la sortie de l'ambassade américaine de Dublin. Voilà, tout le monde est sorti de la voiture pour inspecter et le président américain et son épouse ont dû se résoudre à emprunter un autre véhicule pour rejoindre leur hélicoptère. Barack Obama qui sera jeudi à Deauville en France pour l'ouverture du G8, un sommet qui s'annonce particulièrement chargé. Le programme avec Sophie Normand. Barack Obama est arrivé ce matin en Irlande, première étape d'une tournée de 6 jours en Europe. Objectif, se rapprocher du vieux continent, avec un point d'orgue, le sommet du G8 à Deauville. Parmi les thèmes qui seront abordés, le nucléaire après la catastrophe de Fukushima et la sécurité des centrales, l'aide financière à apporter à la Tunisie et l'Égypte pour favoriser leur transition vers des systèmes démocratiques. Sur le Proche-Orient, Barack Obama relancera l'idée de la création d'un État palestinien, une idée accueillie avec bienveillance en Europe. Au-delà de la question libyenne, l'Afghanistan sera aussi au centre des débats, avec la question sensible du calendrier de retrait des troupes occidentales. Nicolas Sarkozy devrait profiter du G8 pour afficher son volontarisme devant les principaux responsables politiques de la planète et tenter du même coup de rehausser sa popularité auprès des Français. Voilà, et avant le G8, eh bien, la France accueille demain et après-demain la première édition de l'IG8. À l'invitation de l'Elysée et de Publicis, les patrons du net seront réunis dans les jardins des Tuileries. Parmi eux, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, le patron d'eBay, de Google ou encore d'Amazon. Bonsoir Alexandre Malch. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Melty.fr, un site web français créé en 2008, consacré à l'actualité internationale dédiée aux jeunes. C'est bien ça? Exactement. Alors à quoi ça sert un IG8 ?
Je pense que le but principal de l'IGE8, c'était de montrer, que l'économie numérique, c'est quelque chose d'important, quelque chose sur lequel il y a encore beaucoup de choses à développer, que c'est également une opportunité d'arriver à la fois allier les gouvernements avec les acteurs du numérique et de manière internationale. De quelle manière, de quelle façon l'économie numérique déstabilise-t-elle l'économie traditionnelle, à votre avis ? Je ne pense pas qu'elle la déstabilise, je pense qu'elle la sert. Je pense juste qu'il fallait un petit peu de temps avant que les gouvernements s'en rendent vraiment compte et que les gouvernements le mettent vraiment en avant. C'est ce qui conduit justement à l'IGE8 aujourd'hui et qui a conduit, je pense, il y a quelques semaines à la création du CNN en France, donc par Nicolas Sarkozy. Oui, alors l'économie numérique serait à l'origine d'un quart de la croissance en France sur la dernière décennie. Donc, comme vous le dites, elle sert l'économie. Pourtant, l'Europe est toujours très en retard sur les États-Unis. C'est le constat que vous faites ? Je pense que l'Europe n'est pas si en retard que ça par rapport aux États-Unis. Je pense que la France, plus précisément, a pas mal d'avantages. Ouais, je pense lesquels ? juste. Déjà, on a un très beau cadre et la France est connue comme étant un des pays qui forme le mieux les ingénieurs qui travaillent donc sur les différents sites. D'ailleurs, si vous allez dans la Silicon Valley, vous verrez que la plupart des grandes boîtes américaines emploient des directeurs informatiques qui sont français, des ingénieurs qui sont français, ce qui montre bien qu'on est capable de créer des ingénieurs qui sont intéressants. Je sais notamment qu'il y a les écoles EPITA et EPITech qui sont très réputées et très reconnues, que ce soit en France ou à l'international, pour former justement des ingénieurs de qualité. Et je pense juste qu'il faut qu'on essaye d'aider un peu plus les startups, même s'il y a déjà des choses qui sont en place. En termes d'investissement ? En termes d'investissement, en termes également d'aide fiscale, parce qu'il faut savoir que quand on crée une jeune entreprise, c'est quelque chose qui est quand même relativement compliqué. On n'est pas forcément... Vous avez du mal, vous, à créer la vôtre ? Un petit peu de mal, effectivement. Ouais. On n'est pas forcément guidé. Généralement, on a le nez dans le guidon, donc on n'a pas forcément le recul nécessaire pour se renseigner sur les différentes aides qui existent. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de continuer à développer les différentes aides que l'État avait commencé à mettre en place. Je parle notamment du statut de JEI, qui est un statut qui est justement là pour donner des exonérations fiscales aux jeunes entreprises qui pratiquent de la R&D. Mais quand vous dites l'économie numérique ne déstabilise pas forcément l'économie traditionnelle, il y a quand même, par exemple, cette notion de gratuité qui bouleverse un petit peu le système économique. On n'était pas habitué à ça dans l'économie traditionnelle. Et c'est quelque chose qui est très présent sur Internet, la gratuité. Tout à fait. C'est vrai que la gratuité est présente, mais je pense que c'est pas quelque chose qui va forcément déstabiliser l'économie traditionnelle. Je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir faire évoluer l'économie traditionnelle et que l'économie traditionnelle, justement, va s'adapter à ce nouveau format et va apprendre à l'utiliser de manière la plus pertinente possible, simplement. Et en termes de vie privée, là par exemple, le fondateur de Facebook dit qu'il veut ouvrir Facebook aux moins de 13 ans. Est-ce qu'il y a des vrais dangers avec Internet en termes de vie privée ? Alors, c'est justement une des questions qui va être débattue demain. Ouais. Quelle est votre opinion ? Mon opinion personnelle, qui n'est que personnelle, parce que je ne pense pas pouvoir donner une réponse à un sujet aussi important, c'est que oui, effectivement, il peut y avoir des problèmes de vie privée sur Internet. Oui, c'est un débat justement dont il faut discuter avec les gouvernements, mais également les acteurs de l'économie numérique. Et c'est en ça que je trouve que cet IG8 est justement relativement pertinent. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'en tout cas, personnellement, sur nos sites, melty.fr et Fan2 principalement, on accueille 5,8 millions de jeunes visiteurs tous les mois. Et on fait effectivement très très attention à tous les problèmes de respect, de vie personnelle, de vie privée, notamment pour ça que nos utilisateurs sont protégés par des pseudonymes, ce qui évite en partie qu'ils ne regrettent plus tard les différents messages qu'ils ont pu poster sur nos services. Donc anonymat pour vos utilisateurs. Merci beaucoup. C'est le choix qu'on a fait. Merci beaucoup Alexandre Malch d'être venu sur ce plateau nous parler de l'économie numérique. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur Public Sénat. Dans un instant, un documentaire, Histoire de la diplomatie française, épisode 1. Très belle soirée. Vous êtes plutôt Hulot ou vous êtes plutôt Joly? Voilà. Alors, moi je suis plutôt pour Nicolas Joly. La formule est amusante et elle résume très bien le casse-tête des écolos dans le choix de leur candidat pour la présidentielle. Nicolas Hulot et Eva Joly ont des atouts et des faiblesses complémentaires. Aujourd'hui, chacun fait campagne dans son style, deux styles qui dénotent dans le paysage politique. Alors, lequel est le plus en phase avec celui des Verts et pourquoi les écolos ont-ils autant de mal à trouver un candidat? Toutes les réponses dans Déshabillons-les. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité.
Mardi à 18h15 sur Public Sénat. La France n'est-elle pas en train de vous tromper avec l'Angleterre? J'ai la joie de vous annoncer que sur avis favorable du roi, je vous nomme attaché d'ambassade à Madrid. Ça ne justifierait pas que deux grandes nations se battent. Il leur suffira de dire solennellement et fortement, plus de guerre. Nationalisme, c'est la guerre. Tendez la main à l'Angleterre. Jamais. Depuis ce matin, nous tous devenons Européens. En Europe, il n'y a plus d'ennemis. Si vous ne souhaitez pas qu'on vous dise des choses désagréables, ne venez pas à un parlement démocratique. La France assume ses responsabilités. La diplomatie est inséparable de l'histoire de la nation. Depuis plus de 2 siècles, elle en reflète les forces et les faiblesses, la culture et le génie. Elle est dans son langage, ses rituels et ses codes, l'incarnation de la France. Mais au-delà de la représentation, qu'est-ce que la diplomatie? C'est bien l'art de régler les relations entre les États, d'éviter la guerre, de la préparer en négociant des alliances et des coalitions. C'est aussi le moyen d'y mettre un terme, en concluant des traités de paix. Comme toutes les grandes nations, la France s'est dotée très tôt d'une diplomatie active pour défendre ses intérêts, protéger ses frontières, assurer son rayonnement et sa place dans le monde. Nous allons procéder à la signature des actes. À quoi sert un outil diplomatique, un corps diplomatique, un réseau d'ambassades et de consulats? Il y a une première fonction qui est très simple, c'est de faire remonter vers les dirigeants français l'information la plus exacte sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui va se passer, sur le rapport de force, et d'anticiper le plus possible sur les crises, sur les menaces, les risques, pour les traiter à temps. La deuxième chose, c'est de relayer et d'exercer sous l'autorité du président et du ministre toutes les formes de pouvoir et d'influence qu'a la France sur tous les plans. Et ça peut prendre la forme des négociations. Nous sommes engagés en permanence dans plusieurs dizaines de négociations, très spectaculaires ou pas, très techniques ou très générales. Et là, c'est un métier. C'est un métier qui ne s'improvise pas. Aucune guerre n'est perpétuelle. Aucune paix n'est définitive. C'est dans cet univers de relativité que se déploie depuis toujours l'art